Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue, il est 17h04, c'est bien de donner l'heure parce qu'il n'y a plus d'horloge parlante. Ça va Frédéric Brindel? 17h04. Voilà. J'ai dit quoi? Un petit truc qui ressemblait, mais c'était bien. C'était bien. Oui, ça commence à valer. Dès la première seconde. Oui, mais c'est une soirée spéciale, je suis désolé. C'est pas une soirée comme d'habitude pour Cécile de Minibus. On n'est pas le soir, hein. on est en fin de l'après-midi. Je vais en revenir, et je vais y revenir et je vais en reparler. Toi, t'es ni du soir, ni du matin, ni de l'après-midi. Moi, je suis tout le temps. Moi, je suis tout le temps. Tout le temps. Ouais. Vous êtes de bonne humeur quand vous vous réveillez le matin? Où je suis d'ailleurs. Moi, je mourrais de bonne humeur. C'est ça. C'est ça, en tout cas. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, chers amis. Non, mais lui, il n'est pas de bonne humeur, lui. Les vraies voix, vous n'avez pas encore été présentés. Je veux juste vous le dire. Pour l'instant, vous n'existez pas. Vous avez pris la parole, mais vous n'êtes pas encore dans le conducteur. François de Rugy était d'une humeur tempérée. Être d'une humeur tempérée n'a rien à voir avec être de bonne humeur. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. On va y aller, on est un peu subtil ici. Attention, chers auditeurs, voici le début de l'émission. Top, Cécile de Minibus. Voilà, 08 126 300 300, c'est le numéro qu'il faut avoir sur soi en cas d'urgence pour nous appeler, pour parler bien entendu et commenter l'actualité avec nous. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur la Chine suite à ce qui s'est passé entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky. La Chine peut-elle mettre un terme à la guerre en Ukraine? Et ben, c'est la première fois depuis l'invasion en Ukraine que la Russie de Poutine que Xi Jinping a accepté un échange avec le président ukrainien par téléphone. Le président chinois a rappelé que la Chine a toujours été du côté de la paix et ne chercherait pas à tirer profit de la crise. Et à ce titre, une délégation chinoise va être donc envoyée en Ukraine pour tenter de régler politiquement ce conflit, Frédéric. Ça pourrait s'intituler le yo-yo chinois. D'abord, l'ambassadeur de Chine en France met en doute le statut de l'Ukraine, puis Pékin parle officiellement du respect de la souveraineté ukrainienne. Alors, est-ce le début d'une stratégie de négociation? C'est Xi Jinping qui a décroché son téléphone, certes, pour parler avec Zelensky, mais il y avait été invité par les dirigeants européens. Pour vous donc, la Chine est-elle la seule puissance capable de mettre un terme à cette guerre, ou bien vous pensez que Pékin n'est intéressé que par sa volonté d'annexer Taïwan, par exemple? Et pour l'instant, vous dites la oui, tendance, à 64%. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, la délinquance des mineurs, faut-il privilégier l'éducatif ou le répressif? Dans l'affaire de la fillette tuée dans les Vosges mardi, le procureur de la République d'Épinal a tenu ce matin une conférence de presse. Le profil du suspect gardé à vue se précise, un adolescent de 15 ans, déjà connu pour des services sous les services de police, placé il y a un an sous contrôle judiciaire avec une déficience mentale légère, selon le procureur. Frédéric. Un premier constat, le meurtrier présumé avait quitté son centre éducatif fermé parce que la loi ne prévoit ce type de suivi que pour 1 an maximum. Mis en examen pour violence sexuelle, l'adolescent n'avait toujours pas été jugé au cours de cette année. La lenteur de la justice de nouveau montrée du doigt, les limites des mesures de sanction pour les mineurs également. Faut-il être plus répressif avec les mineurs pour prévenir les drames nombreux ces derniers mois? Les mineurs sont-ils plus difficiles à maîtriser de nos jours? On vous demande de la répression à 63%. Voilà, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Jean-Pierre Pernaut, n'importe quoi. Philippe Bilger est avec nous. Pourquoi Jean-Pierre Pernaut? On avait dit que c'était une soirée particulière, Cécile, mais je ne pensais pas à ce point-là. Ma chère Denis Fabre. Je sais pas pourquoi. Pardon, Philippe Bilger est avec nous. C'est très flatteur. On aimait beaucoup Jean-Pierre Pernaut, président de l'Institut de la Parole. Jean-Pierre Pernaut. Françoise Degois est avec nous. Marie-Laure Augry est avec nous. Marie-Laure Augry, j'adore. Et Mourouzi à côté. Oui, on va ça. vous faire un super truc. Yves Mourouzi est à côté, dans le rôle on va faire le trésor. Non, Françoise Degois est avec nous, bien entendu. Et puis François de Rugy est avec nous. C'est pas Jacques Chirac, c'est pas Jacques Chirac. Excusez-moi. Vivant. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes dans un état proche de... Je suis dans un état proche de l'Ohio. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que là, je vous vois complètement décheniqué, je pense. Décheniqué. Oui, une sorte de volcan sous un crâne. C'est comme dirait Shakespeare. Quelle est cette tempête sous ce crâne qui vous agite, ma chère ce amie? mot, décheniqué, complètement décheniqué. J'adore décheniquer. Quelle est la tempête sous ce crâne qui vous agite? Et puis on ne devrait pas oublier Victor Hugo. Oui, c'est lui. Bien sûr. Alors vas-y. Et rien, on ne devrait pas oublier David qui nous appelle de Toulouse surtout. On va le dire dans un instant. Et on n'a même pas présenté François de Rugy. Bah si,
je l'ai dit. Si, on a dit Jacques Chirac, justement. Voilà. Il s'est même levé, il a fait un tour d'honneur, il s'est rassis. On s'est même tu lors de la présentation de François Régis. C'est ça, président, un quart de seconde. ministre. Un ancien ministre, moi je suis très respectueux. Un ancien président de l'Assemblée nationale aussi. Oui, quand même. Qu'est-ce qui est plus respectueux? Franchement, président ou ministre? Moi, je pense que l'Assemblée nationale, c'est plus puissant. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment. C'est on ouf. préside le peuple, en fait, les représentants du peuple. Je trouve ça super. Et puis, on a un pouvoir considérable. Non, mais c'est mieux que Ça doit être ministre. un petit moment incroyable. Allez-y, François de Rugy. Valéry Giscard d'Estaing, paix à son âme, puisque il nous a quittés malheureusement, mais m'avait dit qu'il trouvait que le président de l'Assemblée nationale aurait dû être le deuxième personnage de l'État. Normalement, c'est le président du Sénat, normalement. Alors, voilà, et en fait, dans l'ordre protocolaire, contrairement à ce que croient beaucoup de Français, d'ailleurs, le président de l'Assemblée est quatrième. Souvent, on me disait, vous êtes le deuxième, Non, le non, troisième. non, En fait, je disais, non, je suis quatrième. Ouais. Et il m'a dit, mais ce n'est pas juste, puisque après le président de la République, vous êtes le seul des quatre à être élu au suffrage universel. En plus. Ouais, c'est vrai. Et être élu par des personnes élues au suffrage universel direct, ce qui n'est ni le cas du président du Sénat, Les grands deuxième, électeurs, ni le cas du Premier ministre, qui est troisième. Eh ben, je vais compter ici. Alors, je n'ai pas initié cette réforme du protocole, mais... Si on se dit que Frédéric paroles de Brandel Valéry Giscard d'Estaing. est la personne la plus importante de l'émission, ça Merci. fait 1, 2, 3, 4. Eh ben, vous gardez votre place, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Allez, on accueille David qui nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Bonsoir David. Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric, bonsoir à vos invités. Comment ça va David? Ça va David? Bonsoir On, Toulouse. on fait aller, un Toulousain va toujours très bien avec le beau temps. Donc, Oui, David. Un Toulousain va toujours très bien, con. Très bien, virgule, con. Écoutez, on est du même. ça, on est Non, mais surtout, On il y est a- du même endroit. On est du même endroit. Quasiment. pas tout à fait, pas tout à On est fait. du sud-ouest, on s'en fout. Oh, Bon, C'est le sud-ouest. David Toulousain à 2 jours de la finale de la Coupe de France voilà, de football. j'allais Nous en avons un Nantais, François de Rugy. Donc Ouais. le match est lancé, Ouais, Nantes-Toulouse. c'est ça. Oui, C'est après, Nantes qui va gagner, on est d'accord. Moi, à titre personnel, je serais plus focalisé sur le match de l'après-midi avec le Stade Toulousain que le TFC. Voilà. Mais il est évident que concernant la finale de la Coupe de France de football, moi j'adore les petits lus, donc je pense qu'on va les manger. Ah, il est très bon. Elle moi est bien aussi. bonne. Moi, je dis Toulouse gagne. Allez, Ça, on c'est fait encore des un paris. truc de rugbyman de manger les oreilles des adversaires. Si c'était que les oreilles. Allez Nicolas, David, vous restez avec nous bien entendu puisque Pas de problème. Pourquoi vous l'appelez Nicolas? Mais qu'est-ce qui vous arrive Je ce sais soir? pas. Non, Écoutez, mais je vous sais êtes pas. complètement barjot. Bon, c'est pas. J'explique pourquoi. Bon, allez-y. Allez, voilà. En fait, la chanson du jour, mes chers amis, est plutôt l'émission du jour. La méthode Coué. Ce soir, sur C8, une émission dite culte qui, pendant 7 saisons, chers amis, en deuxième partie de soirée sur TF1, a laissé des traces indélébiles dans le paysage audiovisuel français. 15 ans après, reviennent donc Sébastien Coé et notre Cécile de Mélibus. Souvenez-vous, extrait, un invité à l'accent prononcé en plateau. Réaction. Comment vous avez découvert le trésor? Faire une tranchée à côté d'une cheminée. Pardon, c'est pas rigolo. Non mais je m'attendais pas à ce que... Je pensais à ce que vous ayez un petit accent, mais je m'attendais pas à... Et vous avez découvert quoi? Un trésor. Ça va tout bon. Voilà, Cécile, pourquoi toi rigole, moi? Non, mais c'est là qu'on se dit qu'à l'époque on riait, aujourd'hui on ne pourrait plus rire de ces accents. Je sais pas. Surtout quelle fabuleuse progression pour vous. On a bien changé depuis. Ici, au Oui. Non, mais Absolument. vraiment, c'était une super émission. Moi, je l'ai regardée pour me détendre. Je pense qu'elle était vraiment culte, en fait, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à comprendre parfois, mais c'était drôle, quoi. C'était très détendant. Beaucoup de bienveillance. Je suis sûr que ce soir, et de rire. Ouais, il y aura une grande audience et belle audience. Eh bien, écoutez, nous Parce croisons. que si c'est ça qui vous inquiète, je vous dis tout de suite, vous n'inquiétez pas. Non, écoutez, très bien. Je vous remercie tout de suite. Un grand nom de ce monde, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, vous voulez requérir contre ceux qui se flattent de faire tous mes reproches à leurs collaborateurs de ne rien faire.
Oui, je pensais bizarrement notamment au président de la République dont j'ai cru percevoir ces derniers temps qu'il reprochait à la première ministre et éventuellement à quelques ministres de n'être pas à la hauteur de la mission qu'il leur avait confiée. Et je veux garder mon sens de la nuance à l'égard du président. Je crois que, mine de rien, cette manière de procéder, même sur le plan technique, et évidemment il se croit supérieur à tous ceux qu'il dirige, est dangereuse. Parce qu'au fond, je suis persuadé que même au gouvernement, et je ne parle même pas de la première ministre, il y a probablement des pépites endormies qui n'ont pas révélé leur capacité et leur talent, tout simplement parce que le président de la République leur a quasiment interdit, puisque c'est lui qui fait tout, c'est lui qui doit se mêler de tout. Et donc, comment veut-on que des ministres et même une première ministre dégagent d'eux ce qu'ils ont d'essentiel si on ne leur permet pas de le faire? Donc, très sérieusement, je pense qu'Emmanuel Macron, dont j'ai toujours perçu depuis 6 ans qu'il est le plus mauvais DRH qu'on connaisse, eh bien... stérilise bizarrement les gens autour de lui, pas du tout parce qu'il aurait peur de leur talent, mais parce qu'il ne sait pas les choisir ou qu'il ne leur permet pas de s'exprimer. Rapidement, Françoise de Gaulle. Oui, en une minute, à la décharge d'Emmanuel Macron, c'est moi qui vais être plus soft que vous aujourd'hui le concernant. Je pense que c'est la règle du pouvoir. C'est-à-dire que tout ministre, tout président, quand ça fonctionne, c'est grâce à lui, et quand ça marche pas, c'est à cause des autres. Ça fait partie de la règle du jeu. Tout conseiller normalement constitué le sait. Quand il rentre dans un cabinet, quand il rentre à l'Élysée, si ça marche, c'est le chef, si ça rate, c'est les collaborateurs. Quant à la castration de Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy faisait pareil, François Hollande aussi à sa manière faisait pareil. Moi, j'ai un souvenir, un copain à moi, ministre, me racontait une crise de Hollande en Conseil des ministres en disant mais qui c'est qui a encore donné toutes ces fuites dans la presse, et tout le monde se regardait en pouffant parce que c'était lui. Emmanuel Macron fonctionne de la même manière. Vous avez cette pauvre Elisabeth Borne qui égrène dans une souffrance son agenda hier, et le président qui se charge de rajouter une annonce l'après-midi. Voilà. On est passé à côté du talent de François de Rugy. Je vais juste dire à Philippe Bilger que je n'avais pas été stérilisé. J'ai été ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, mais t'es pas d'accord sur l'idée que c'est classique. Oui, mais je voudrais quand même juste dire qu'il n'est pas si mauvais DRH que ça, puisque il a quand même fait émerger, par exemple, Édouard Philippe, qui était totalement inconnu du grand public et qui au début n'était pas très populaire, et qui à la fin de ses 3 ans de Premier ministre était et non seulement connu, quand il est devenu populaire, il a fait le Non, on est très en retard. On est déjà très en retard, les amis. Vous avez quelque chose à répliquer. Eh ben écoutez, on y reviendra, Philippe. On y reviendra. Vous restez avec nous. Allez, dans quelques instants, la suite des Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, c'est votre numéro. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On est ravis de vous retrouver avec Frédéric Brindel. Ça va, Frédéric? Oui, vraiment, je suis content de vous retrouver. Mais moi, ça me fait plaisir aussi. Non. C'est dommage, le micro de Françoise était coupé. Excuse-moi, tout le monde m'a entendu. On disait qu'on n'était pas forcément si heureux que ça de te retrouver. Françoise, notre relation, ça serait un peu attraction-répulsion. Je crois que c'est le fauteuil qui veut ça, parce que même quand c'est Philippe David, c'est pareil. Elle préfère Philippe David. Ah oui, voilà. Avec Frédéric, c'est une haine qui serait même pas un amour. Voilà. Non, c'est un truc que vous qualifieriez, vous, de sauvage. Il suffirait que j'ai une casserole et ça y est, on serait chez les barbares. C'est sauvage entre vous et Frédéric Brindel. Je me moque puissamment de mon ami Philippe Bilger. Il sait pourquoi. Bah oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Et je vais me permettre la multiplication tout à l'heure. Bien sûr. Je vous fais sur confiance. la Chine, peut-être pas. Bon, on rappelle aux auditeurs 0826 300 300. Absolument. Vous pouvez intervenir. Écoutez bien la suite. 17h20 Ah oui. Eh ben allez, vous voulez que j'en parle? Ah d'accord, très bien. Non, on va revenir sur la Chine, l'ouverture en tout cas entre la Chine et l'Ukraine. Est-ce que finalement la Chine va aider et c'est faire en sorte que la paix revienne? Vous voulez nous en parler? 0826 300 300. Allez, tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Félix Mathieu, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, très bien. Et vos 3 mots dans l'actu sont marché, inégalité et bateau. Une halte dans un marché du Jura avant de repartir dans le Doubs
pour un hommage à Toussaint Louverture. Emmanuel Macron n'en finit pas de tourner la page retraite. Un PDG gagne 97 fois le salaire moyen de ses salariés dans les 100 plus grandes entreprises françaises. Un rapport d'Oxfam dénonce les inégalités qui se creusent. L'écart était de 1 à 64 il y a 10 ans. Et puis les suites de l'opération Wambushu à Mayotte. Les Comores assouplissent leur position et acceptent finalement les bateaux d'expulsés envoyés par la France. Les vraies voix Sud Radio. Le comité d'accueil était prêt ce midi dans le Doubs. Emmanuel Macron y était attendu pour un hommage à Toussaint Louverture. Des casseroles ici filmées par Paul Larouturou de LCI. Casseroles tenues à distance, surtout que le chef de l'État a surpris son monde avec une halte à Dole dans le Jura. Alors selon l'expression consacrée, le chef de l'État a voulu finalement se montrer à portée d'engueulade, comme ici face à une ancienne figure des Gilets jaunes. Échange en direct sur les chaînes d'infos en continu ici BFM TV. Est-ce que vous voulez me dire que vous prenez moins d'impôts aux Français aujourd'hui? Parce que moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je prends moins d'impôts qu'il y a 5 ans. Non, vous prenez... Et regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours. Tous les jours, et vous me battez. J'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Je suis pas en train d'essayer d'enfumer. Je suis en train d'essayer de travailler, d'avancer. Vous essayez pas, vous nous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, par contre. Vous avez été élus. Voilà, les Français, c'est eux qu'on fait les cons. Allez, bonne journée à Adolphe. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. Voilà, l'hélicoptère d'Emmanuel Macron s'est donc ensuite réenvolé pour le Doubs, comme prévu. Hommage à Toussaint Louverture, né esclave et devenu un général de la République. Dans le discours du chef de l'État, toute allusion à l'actualité politique et sociale française ne serait évidemment que le fruit de votre imagination. Toussaint Louverture avait compris que la seule insoumission était vaine. Voilà pourquoi, contre les autres chefs de la révolte des esclaves, il prit le parti de la révolution. Oui, la révolution plutôt que l'insurrection. La liberté plutôt que la destruction. L'ordre au-dessus du chaos. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. L'ordre au service de la liberté vanté par le chef de l'État, tout un programme. Pendant ce temps, Elisabeth Borne entend renouer le dialogue avec les syndicats. Dès le début du mois de mai, elle promet de transcrire fidèlement dans la loi tout accord entre syndicats et patronat, même si côté syndical, pour le moment, certains préviennent que l'apaisement n'est pas pour tout de suite. C'est courageux quand même d'aller comme ça au-devant des Français, non? Dans ce contexte, non, à une certaine époque, je pensais que c'était non seulement courageux, mais suicidaire. Depuis, je l'ai dit hier, j'ai été rassuré parce qu'il y a un dispositif impressionnant qui le protège et je trouve ça normal. Mais pour le reste, je ne suis pas persuadé que ça serve beaucoup. Et pardon, j'en profite, Cécile et Frédéric, une digression, je suis scandalisé, par exemple, par la censure qui aura lieu lors de la finale de la Coupe de France, où on n'aura pas le droit d'entendre les sifflets, ni de voir les cartons rouges. Ça nous aurait donné une idée exacte du sentiment majoritaire, certes de footballeurs et d'un public sportif, mais j'aurais été curieux de voir, sans aucune ironie, on ne nous permettra pas de le savoir. Je trouve ça dommage. Je trouve ça lamentable. Vous imaginez ça? Si on se faisait ça en Hongrie, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je suis absolument d'accord avec Philippe. Bien sûr que je comprends que le président de la République ne veuille pas de ces images. Évidemment que ça va être une huée générale. Mais c'est la démocratie. Il fait le choix de maintenir la tradition de descendre sur la pelouse. Après, le courage, vous savez déjà ce que j'en pense. Je pense qu'il n'y a aucun courage à faire cela. Je pense que la séquence de Dole, elle est très préparée. Et je partage là-dessus, Philippe. Moi, je suis plus sévère sur les déplacements. Je pense que non seulement ils ne servent à rien, la preuve, on le voit dans les sondages, ça ne change absolument pas. En plus de ça, il abîme son image, il abîme l'image collective, et en plus, c'est dangereux. Il devrait se mettre en retrait un peu, là. En tout cas, il devrait faire autrement, mais c'est pas ça. C'est pas sa manière d'être. Il devrait faire absolument autrement. Il est comme ça. Le problème qu'on a, c'est un problème de temps. Je me souviens de Nicolas Sarkozy, dont tous les déplacements étaient transformés en village Potemkin, mais c'était 18 mois avant la fin de son mandat. Nous avons 4 ans à tenir
avec des méthodes que, en plus, moi, je le redis, pour la Coupe de France, j'accepte pas ça. François de Rugy. Ouais, sur les déplacements présidentiels, alors il se trouve que moi, en tant que député, j'ai connu 3 présidents de la République différents avec des déplacements, et j'ai vu, il y a toujours un dispositif de sécurité, et c'est bien normal. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, ayant très mal vécu qu'il y ait une manifestation un jour dans la Manche où il était allé, avait d'ailleurs viré le préfet à la suite de ça, et à la suite de ça, tous les préfets de France et de Navarre ont ouvert les parapluies, alors puissance 10, et donc tenait à très longue distance. Je peux vous dire, il était venu à Nantes, par exemple, pour un congrès des pompiers. Il n'y avait rien de particulièrement, et tout le quartier du Congrès a été bouclé vraiment au dernier degré. En revanche, il y avait une petite délégation de l'UMP qui, elle, était là pour faire un petit bain de foule, mais voilà, très loin d'une manifestation qui, elle, était au centre-ville de Nantes, à plusieurs kilomètres. Bon, ça a toujours été un peu comme ça. Là, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, lui, il souhaite aller au contact. Moi, je suis pas convaincu des bénéfices en termes de communication, ni pour lui, ni pour la fonction présidentielle, ni pour les Français qu'il rencontre. Mais s'il ne le faisait pas, et si jamais il disait je ne fais plus de déplacements ou que des choses où je fais un discours très cadré, on dirait voilà un président deuxième mot qui est complètement coupé du peuple français. Cher Vrévois, deuxième mot, Félix Mathieu, venons-en donc à ce rapport d'Oxfam sur les inégalités de rémunération qui ne cessent de se creuser. Dans les 100 plus grandes entreprises françaises, les PDG gagnent 97 fois le salaire moyen de leurs salariés selon l'ONG. Selon Oxfam, c'était un écart d'1 à 64 il y a 10 ans. Dit autrement, les PDG gagnent en moyenne autant en 6 jours que leurs salariés en 1 an. Alors pour en parler, nous sommes avec Stanislas Hanoun, responsable des campagnes justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'on va finir par atteindre un plafond en matière d'inégalité ou est-ce que ça peut continuer comme ça à se creuser ? Bah écoutez, si rien n'est fait en termes de mesures économiques de la part du gouvernement, c'est sûr qu'il y a pas de plafond. Les PDG sont rémunérés, c'est les conseils d'administration qui décident de la rémunération de tel ou tel PDG. Donc c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Gad Elmaleh. Alors qu'est-ce qui pourrait être fait contre ça ? Bah écoutez, nous à Oxfam typiquement on est pour notamment plafonner l'écart de rémunération à un écart qui serait basé entre 1 et 20, justement pour que on n'ait pas cette démesure en termes de rémunération qu'on a pu observer, comme vous l'avez dit, depuis on a regardé les 100 plus grandes entreprises françaises, donc le top 100 des entreprises cotées en bourse, l'indice SBF 120, et comme vous l'avez dit, ce qu'on a constaté, c'est que les écarts s'étaient démesurément creusés. Donc vous l'avez rappelé, on était en 2011 à 64, on est passé aujourd'hui à 97, avec un triptyque gagnant, un podium, si on peut dire, de 3 entreprises. L'entreprise Téléperformance, que personne ne connaît, je pense, ici, qui est en fait une boîte de call center qui emploie des gens parfois au Maroc, parfois en France, et donc qui bénéficie d'un écart entre son PDG et ses salariés qui est près de 1500, ce qui est démesuré. On a également Stellantis, c'est pareil, personne ne connaît Stellantis, mais en fait derrière Stellantis, c'est quoi ? C'est Peugeot. Constructeur automobile. Voilà, c'est Peugeot, Citroën, Fiat, donc c'est bien sympa d'avoir un nom. C'est le plus grand groupe du monde, c'est vrai. Et voilà, et ils ont un écart qui est proche de 1200. Carlos Tavares, qui avait beaucoup choqué, dont la rémunération avait beaucoup choqué Emmanuel Macron il y a quelques mois, il gagnait en 2021 en 3h22 l'équivalent du salaire moyen annuel de tous ces salariés. Donc c'est colossal, et donc il faut vraiment freiner ça. Et à Oxfam, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, on a des leviers, notamment en termes de gouvernance des multinationales, mais également de mesures politiques pour avoir ces écarts entre 1 et 20. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Ça merci n'est pas beaucoup. calmé tout ça. Merci beaucoup, Stanislas Hanoun, responsable des campagnes fiscales, justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces relations peut-être qui s'ouvrent entre grâce à la Chine, entre peut-être Poutine et Volodymyr Zelensky. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, c'est notre grand débat du jour. On est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce que ça discute, ça papote, ça débat. Ça débat à l'antenne et hors antenne. Et hors antenne, 0826 300, tellement ça débat tellement sur un sujet qu'on va l'intégrer dans l'émission. Voilà, avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous et bien entendu François de Rugy qui est avec nous aussi. Et vous, au 0826 300, on vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai parlé avec le dirigeant de la Chine aujourd'hui. Ce fut une conversation longue et assez rationnelle. On dit généralement que de telles conversations ouvrent des opportunités. Il existe une opportunité d'utiliser l'influence politique de la Chine pour restaurer la force des principes et des règles sur lesquels la paix devrait être fondée. La Chine enverra un représentant spécial pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays afin d'établir une communication approfondie avec toutes les parties en vue d'un règlement politique de la crise. C'est une très bonne nouvelle et nous tenons à dire que toute initiative significative en faveur d'une paix juste en Ukraine est la bienvenue. La Chine ouvre donc une nouvelle brèche de la médiation. En témoigne hier l'échange téléphonique entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky. Les deux présidents ont convenu donc d'envoyer, vous l'avez entendu, une délégation chinoise en Ukraine pour tenter de régler politiquement le conflit avec la Russie. Forcément, les réactions ne se sont pas fait attendre, Frédéric. Peut-être celle de la Russie déjà, qui reconnaît les efforts de négociation mis en place par Pékin, ça c'est bien, tout en accusant évidemment Kiev de refuser le dialogue direct. Pour les Occidentaux, cet échange est une bonne chose. Pékin a certes promis une coopération à long terme avec l'Ukraine, mais a semblé tergiverser sur le statut de ce pays de l'ex-URSS. On y reviendra. Donc pour vous, la Chine est-elle la seule puissance capable de mettre un terme à cette guerre? Pour l'instant, vous vous prononcez sur le compte Twitter de Sud Radio. Absolument, et vous dites oui à 61%. Et pour en parler, Marie Holzmann est avec nous, sinologue et présidente de Solidarité Chine. On vous souhaite la bienvenue en direct avec nous sur Sud Radio. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Philippe Bilger, on avance, enfin on avance. Alors, encore une fois, je saurai tout à l'heure ce qu'il faut véritablement penser de la question de Sud Radio, mais je ne suis pas complètement naïf au point d'ignorer tout ce qui se passe autour de la Chine, de l'Ukraine. Vous l'avez dit, Frédéric, des changements de pied de la Chine, l'ambassadeur et puis maintenant Zelensky qui parle avec le responsable numéro 1 chinois, les rapports de force, mais même si je peux apparaître un petit peu bêtement pacifique, je me dis, malgré tout cela, malgré la réalité de la politique internationale et le cynisme de tel ou tel pays, je considère qu'on doit saisir avec appétit de la moindre petite chance de paix qui peut émaner, par exemple, tout à coup de la Chine qui, étant une très grande puissance, peut avoir une influence positive sur la Russie qui apparemment n'est sensible qu'à ses forces impressionnantes. Alors je mets un point d'interrogation pour notre invité, bien sûr. Françoise de Goua, une chose est sûre, c'est qu'on attendait ce moment-là quand même, la prise de contact. Bien sûr, ça fait plusieurs mois qu'on l'attend. Après, vous savez, la Chine, elle est dans sa tradition quasiment de neutralité, même si elle soutient évidemment la Russie, pas simplement depuis le conflit de l'Ukraine, vous savez, depuis des années, mais ça, notre invité le confirmera. La Chine et la Russie votent très souvent ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU, où elles ont toutes les deux un fauteuil parmi les 5 puissances qui siègent au Conseil de sécurité. Le fameux droit de veto. Moi, je suis tout à fait comme Philippe Bilger, je n'ignore pas les arrière-pensées, je constate, je pense que les déclarations chez nos amis de LCI, de l'ambassadeur de Chine en France et la boulette sur la Crimée et sur les racontards pour qualifier les crimes de Mao, je pense que tout ça a peut-être accéléré le processus chinois. La Chine est un géant, probablement même la première puissance économique du monde, réellement. Le fait que la Chine ouvre la porte à Volodymyr Zelensky, parce que si la Chine envoie une délégation à Kiev, il faut savoir que Zelensky vient de nommer désormais un ambassadeur à Pékin, un ambassadeur ukrainien. Donc, mais la Chine, dans le même temps, ne lâche absolument pas la Russie et ne condamne toujours pas l'agression de l'Ukraine. Et peut-être Cécile, juste une précision. Je suis comme Philippe, je pense que c'est un petit pas et on avance à petits pas et ça me va très bien. Je fais une précision sur ce qu'a dit Françoise de Goua. Donc l'ambassadeur de Chine a évoqué le fait qu'il y avait une absence de statut effectif en droit international des pays de l'ex-URSS. Voilà. Oui, ce qui est faux, hein. Enfin, il faut être quand même très clair. Ces pays ont été reconnus internationalement, sont représentés à l'ONU. Non, et c'était une déclaration très agressive et qui fait quand même écho à un expansionnisme de plus en plus agressif de la Chine de Xi Jinping et de l'axe Pékin-Moscou, Chine-Russie. Donc la Chine fera œuvre utile sur l'Ukraine
pas simplement en envoyant une ancienne ambassadeur de Chine en Russie d'ailleurs pour discuter avec le président Zelensky et d'autres responsables, mais la Chine fera œuvre utile si elle fait pression sur la Russie, car la Chine a les moyens de faire pression sur la Russie pour que la Russie se retire intégralement de tous les territoires qui ont été conquis militairement en Ukraine. Alors essayons de trancher, chère vraie voix, sur Sud Radio. Marie Holzmann, donc sinologue et présidente de Solidarité Chine, est avec nous. Alors précisons que vous êtes défenseur de la dissidence chinoise, donc critique du régime. Vous y croyez, Marie Holzmann, à cette main tendue et cette possible sortie du conflit? Non, non, franchement, là je fais partie des 39% de vos auditeurs qui n'y croient pas pour plusieurs raisons. D'abord, Xi Jinping a toujours dit très clairement qu'il était contre les valeurs universelles. Il a dit à Poutine tout récemment, nous sommes en train tous les deux de changer le monde et nous allons voir des choses comme on n'en a pas vu depuis 100 ans. Autrement dit, une bascule dans l'équilibre des forces, c'est-à-dire plus de dictature et moins de démocratie, et c'est un petit peu le chemin qu'on est en train de prendre. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que Xi Jinping passe son temps à menacer Taïwan avec des armes extrêmement agressives, donc ce n'est manifestement pas un pacifiste. Et puis, vous avez rappelé tout à l'heure cette énorme bourde de Liu Xiaoye, l'ambassadeur de Chine en France, et il faut se poser une question. On sait que Liu Xiaoye est coutumier de ce genre de bourde. Il avait rendu tous les Canadiens fous furieux à propos de propos qu'il avait tenus quand il était ambassadeur au Canada. Le poste d'ambassadeur au Canada est très important, mais celui d'ambassadeur en France est équivalent au poste de vice-ministre. Donc pour le remercier de ses bourdes au Canada, il a été promu au rang de vice-ministre. Autrement dit, est-ce que les bourdes de Liu Xiaoye sont plus ou moins volontaires et correspondent plus ou moins disons, au subconscient de Xi Jinping, parce que Xi Jinping, à ce jour encore, regrette l'effondrement de l'URSS. Bon, rappelons quand même, Marie Holzmann, que ça a été contredit officiellement par Pékin, qui a parlé de l'obligation du respect des statuts d'État souverain des républiques nées après la dissolution de l'URSS. Il a été démenti immédiatement, donc je pense que c'était vraiment... Je comprends ce que vous dites, on connaît bien le personnage, mais là, je suis absolument certaine qu'il n'y a pas d'ambiguïté, même si on a tout le temps du côté de Pékin. Question de Philippe Bilger. Est-ce que vous... Oui, mais alors, laissez-moi finir quand même. Ce que je voudrais dire, c'est que Xi Jinping s'est peut-être senti obligé de redresser la barre en passant enfin ce coup de fil à Zelensky, justement pour essayer d'atténuer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il y a une accélération à cause de ça. Allez, Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, vous avez évoqué les liens très forts entre le leader chinois, parce que je crains d'écorcher son nom, et Vladimir Poutine, est-ce que vous ne croyez pas que ce leader serait capable finalement, même dans ce rapport-là, d'être finalement cynique, peut-être pas sincère, et qu'il jouit tellement des rapports de force qu'il place au centre de la vie internationale qu'il pourrait également n'être pas totalement en faveur de Poutine et jouer plusieurs fers au feu? Non, je pense qu'il n'est pas pour la guerre. Il le dit tout le temps. Il dit qu'il est pour la paix. Mais de là à dire à Poutine qu'il faut qu'il retire ses armées, de là à dire que Zelensky a tout à fait raison, etc., il y a quand même un grand pas. Et puisqu'il ne dit pas ça, puisqu'il ne dit pas la paix commencera à partir du moment où les deux font des efforts, c'est-à-dire que Poutine retire ses armées de l'Ukraine, je pense qu'il ne dit rien. Parce que Zelensky est très clair. Tant que l'armée russe est sur place, avec qui est-ce qu'on peut négocier? Et là, je suis quand même plutôt d'accord avec lui. Mais surtout, ce que je vois, c'est que Xi Jinping veut gagner du temps. Il ne veut pas que Poutine perde cette guerre. Pour lui, c'est très important. Tant que Poutine est au pouvoir, il continue à faire un front uni, si on peut le dire, des dictateurs contre les démocraties. Si jamais Poutine se retrouve en grande difficulté,
je pense que Xi Jinping sera aussi en difficulté. Parce que certes, la Russie dépend beaucoup de Xi Jinping pour son économie, mais à l'inverse, Xi Jinping dépendra beaucoup de la Russie pour ses alliances futures dans un monde qui commence à être drôlement bouleversé. Bon, Marie Holzmann, une réaction demandée de Françoise Degois avant l'analyse de François de Rugy. Mon sentiment quand même, c'est que si Poutine était en grande difficulté, ce serait pas la victoire de la démocratie en Russie, et que un Vladimir Poutine, peut-être pire encore, remplacerait l'actuel. Vous savez, on n'est pas, je ne crois pas du tout une minute à un soulèvement démocratique en Russie. Donc j'entends pas votre argument sur le fait que si Poutine disparaissait, que s'il serait en difficulté. Là où je vous rejoins, c'est évidemment sur le fait qu'il va pas demander ça, mais quand même, il y a un rapport de force qui s'installe. Il faut quand même le redire, et vous serez d'accord, je pense avec moi, pour le moment, Xi n'a toujours pas renoncé, n'a toujours pas dénoncé l'agression russe sur l'Ukraine, mais quand même, l'histoire est faite de gens qui ont signé des accords de paix les plus profond entre les pires ennemis. C'est ça que je veux dire. Vous savez, moi j'ai une image qui m'a marqué, j'étais petite fille, mais je m'en souviens très bien. Je me souviens de Sadat arrivant à la Knesset. C'était absolument inimaginable que l'Égypte arrive et signe la paix avec Menachem Begin, et Golda Meir qui s'approche de lui, qui lui dit comment va votre petite fille, parce que Sadat est devenu grand-père dans la nuit. Cette image-là, elle est extraordinaire, et elle est le fait de deux personnes qui se haïssaient. Sadat quand il commandait les forces égyptiennes, et Menachem Begin. Donc, vous comprenez, est-ce qu'au fond, on ne fait pas les paix les plus durables entre les pires ennemis? C'est une vraie question que je vous pose. Allez, on va juste... On en est quand même loin. On en est quand même loin. C'est ça le problème. C'est que, en l'occurrence, la Chine peut jouer un rôle, peut-être, mais encore une fois, si elle fait pression sur la Russie, si elle met en premier rang de priorité son alliance, parce que c'est aujourd'hui une alliance entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, si la Russie continue à vendre de l'énergie, par exemple du pétrole et du gaz, c'est à la Chine. D'ailleurs, la Chine en profite, contrairement à ce qu'elle a dit dans le communiqué après ce coup de téléphone avec Zelensky. La Chine profite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour acheter de l'énergie moins chère à la Russie, et à le faire en yuan et non plus en dollars, pour dédollariser en quelque sorte les échanges commerciaux mondiaux, ce qui est son ambition à long terme. Mais au-delà de cela, il faudrait, si la Chine voulait vraiment jouer un rôle et mettre en effet autour de la table de la négociation les deux parties, Russie et Ukraine, que la Chine fasse pression très fortement sur la Russie de Poutine, ce qu'à mon avis elle ne fera pas. Allez, 0826 300 300, et une réaction de David qui nous appelle de Toulouse. David, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, bon, j'écoute vos invités, et c'est vrai qu'on peut être un peu partagé. On pourrait croire à la sincérité du leader chinois, mais d'un autre côté, on peut ne pas oublier Taïwan. Et moi, surtout, ce que je vois aussi, ce sont d'autres territoires sur lesquels les Chinois sont de plus en plus présents, et les Russes aussi, notamment en Afrique. Et je pense que le leader chinois a tout intérêt à être dans les petits papiers entre guillemets de M. Poutine pour éviter de se gêner sur les territoires africains, pardon. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal. Par contre, ça remet quelque chose en avant. C'est vous rappeliez donc la Chine, membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Je rappelle qu'il y a un pays auquel nous appartenons qui est aussi membre, qui s'appelle la France. Et je pense que ce pays, s'il avait parlé au nom de, lorsque M. Macron s'est déplacé à Moscou et parlé au nom de la France et non au nom de l'Union européenne, ça aurait pu peser dans certaines négociations. Voilà. Le mot de la fin avec Marie Holzmann. Oui, je suis absolument d'accord avec votre interlocuteur, c'est tout à fait vrai. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la présence de Poutine à la tête de la Russie, c'est aussi pour le moment, le maintien de la sécurité dans tous les pays du Caucase. On voit bien que c'est en pleine ébullition, et ça fait peur à Xi Jinping. Parce que si le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays en ce temps, qui étaient les anciennes républiques, commencent à bouger et commencent à essayer d'acquérir une indépendance beaucoup plus grande par rapport à la Russie, les peuples en Chine vont aussi commencer à bouger. Donc tout ça, c'est un édifice qui me semble assez explosif pour le moment, et c'est certainement ce que Xi Jinping craint le plus. Et la tendance pour les auditeurs de Sud Radio, oui, la Chine a les moyens de mettre un terme à cette guerre en Ukraine à 61% contre 39%. Logique. Merci Marie Holzmann. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Sud Radio. Dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Là, on va se détendre. Okay.
Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vraies voix. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Alors, chaque jour, on en compte 1, 2, 3, 4 1000 de plus. Merci beaucoup pour tout ce bonheur. Et ça, c'est grâce à Philippe Bilger. Il faut le dire, grâce à Françoise de Gouague, grâce à François de Rugy, grâce à Frédéric Brindel, grâce à nos équipes de Sud Radio. Grâce à toi aussi un peu. Oui. Et j'allais dire, et je finissais, et surtout grâce à moi. Et c'est quoi en fait, on a des auditeurs en plus sur Sud Radio tous les jours. C'est ça. C'est génial. Il faut le dire. Ouais. C'est important. Et ils peuvent appeler au 0826 300 300 parce que c'est le principe en plus. Et comme a fait David, parce que David va jouer. Et David, vous êtes joueur ? Un peu. Et vous êtes toulousain en plus. Et vous êtes toulousain joueur. Et David, il va falloir choisir qui est votre adversaire du jour. Est-ce que c'est Philippe Bilger ? Mettez-le un peu de côté, parce que toute la semaine, on l'a pris en... Beaucoup, voilà. Non, il s'inquiète pas. Françoise de Gouague ou François de Rugy ? Ça va être Françoise de Gouague. Ah bah, je gagne tout le temps, je vais vous piler. Je suis bon joueur et en plus je suis galant, donc je vous laisserai peut-être gagner. Ouais, c'est ça. Alors, sauf que nous, on dirait la mauvaise foi de sauf que nous, on la laissera pas faire, David. Ah, mais j'espère bien. Avec Cécile de Minibus. Allez, on y va. Rappelons peut-être la règle. Si François de Rugy et Philippe Bilger donnent la bonne réponse, les points vont donc à David. Bien sûr. Si c'est la Françoise. C'est la Françoise. Et bien, ça sera pour Françoise de Gouague. Mais pas sûr qu'on vous les donne, Françoise. Allez, on démarre. On fait une petite alliance Nantes-Toulouse, juste le temps. Voilà, c'est ça. C'est une question Kikadi, les amis. Kikadi, c'est une souffrance de s'infliger un discours d'Elisabeth Borne. C'est déprimant. Mélenchon. Non. Ruffin. Non. Marine Le Pen. C'est une voix plus à l'extrême. Extrême. Zemmour. Non. Pas plus. Marion Maréchal. Non. Pour l'instant, c'est François de Rugy qui était le plus près. C'est un homme. Non, c'est pas Bardella. Depuis tout à l'heure. J'ai dit plus extrême avant que vous disiez Marine Le Pen. Et n'ayez pas peur, David, on a bien entendu votre proposition parce que vous étiez un peu noyé, mais ce n'était pas Besancenot. Ce n'était pas. Voilà. Alors c'est à moi maintenant. Allez-y, mon petit chat. Alors c'est parti, ma grande. Alors je peux pas dire ma grande. D'accord. Alors qui a dit c'est une souffrance. Pardon. Je viens de le dire. C'est une souffrance de s'infliger un. Je viens de le dire. Vous êtes nombreux à me demander comment je trouve le temps d'écrire alors que je suis ministre. Le maire. Oui, David. Oh, David. Je rappelle que Bruno Le Maire a écrit des très beaux bouquins, notamment un merveilleux bouquin consacré. Il a le temps. Oh, David. Oh, la mauvaise langue. Magnifiquement bien. Oh, la méchanceté. La méchanceté. livres se vendent bien, ce qui est rare pour un homme politique. Je peux en parler. Allez, on y va. de le lire. Les amis, vous perdez du temps. Après, vous dites ce que vous voulez. C'est une question Kikadi, mon cher David. Kikadi sur les casserolades. Il ne s'agit pas de dialogue, il s'agit de faire du bruit. Gabriel Attal. Mais non. Mélenchon. Plus haut. Macron. Plus haut. Plus bas. Mais Elisabeth Borne. Oui, c'est David. Non, c'est David. David l'a dit. J'ai entendu David. Il a dit Elisabeth Borne. David 2, Françoise 1. Mais qu'est-ce qu'il a dit, David? On est 3. Non, c'est 4. Il a dit que c'était Elisabeth Borne. C'est par 2. Ah oui, c'est par 2. Elisabeth Borne. Donc ça fait 4-2. Allez, on y va. Ça fait 4 à 2. Pour moi, on est d'accord. Alors, est-ce que je peux intervenir? Allez-y. Oui. Parce que je vais être beau joueur. Je n'ai pas dit Borne, j'ai dit Véran. Donc je suis beau joueur, vous voyez. Non, vous avez dit Elisabeth. Non, il a dit Véran. Non, j'ai dit Véran. Il a dit Elisabeth Véran. Non, vous avez raconté. Donc on est à 4 à 4. Il ne mérite pas de jouer dans ce triche. Les amis, on a le droit de tricher. Frédéric Brindel. Alors ça fait 4 pour Françoise de Gouague. Mais si tu as eu les 2 points et 2 pour David. C'est aussi simple que ça. Mais Attention. vous perdez du temps, Françoise. Oh, mais quelle relou celle-là, c'est pas possible. Qui a dit Madame Borne veut faire passer tout le pays à autre chose, mais je crois qu'elle est la seule avec le président de la République à vouloir passer à autre chose. François Ruffin. Non. On est proche, mais c'est pas ça. On n'est pas loin de Mélenchon. On n'est pas Clémentine Autain. Ah non. On est proche. Pas Olivier Faure. Roussel. Non, Bompard. Bompard. Philippe Bilger, bravo. Il faut aller voir les seconds couteaux, on s'en sort pas. Mais ça fait 4 à 4, tout se joue là-dessus. On ne connaît pas les remplaçants, c'est pour ça. J'ai eu la première réponse. 4 à 4. Voilà. À 4 à 4, ils sont ensemble, ils sont contre vous, Françoise. Allez, qui a dit le bruit des casseroles, c'est la colère qui fait bouillir et c'est la démocratie qui s'évapore? Mélenchon. Non. Ça aurait pu être Mélenchon. Le Pen. La démocratie qui s'évapore.
Donc, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, Ruffin. Marion. Olivier Faure. Il était à la santé avant. À la Véran. Voilà. Oui. Olivier Véran. Bravo, David. Non, c'est surtout bravo à mes camarades. Eh ben, vous savez quoi, vous avez bien fait de choisir Françoise exceptionnellement. Et est-ce que c'est grâce à Philippe Bilger que vous avez gagné, David? En revanche, d'en finir avec les casseroles. En revanche, François de Rugy, il a fait la liste de ses contacts dans son téléphone et jamais la bonne réponse. Voilà. Ça, et sachez, David, que tout combat gagné contre Françoise de Gois est une marque de gloire. Voilà. Bravo à vous. C'est vrai, d'habitude je gagne tout le temps, mais là je pense qu'on Allez, m'a Françoise, grugé, on m'a vous aime grugé. quand même. Allez, restez avec nous. Dans un instant, le coup de cœur de notre ami Frédéric Brindel. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et c'est le retour de l'intelligence, du charme, de la beauté, de la bienveillance, du tact. Alors l'intelligence, c'est qui? C'est qui l'intelligence? C'est qui? Attention. La beauté, je sais, c'est Philippe. C'est bien pour la première fois que je suis partisan du mensonge dans l'univers médiatique. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois est avec nous, François de Rugy est avec nous. Et bien entendu, c'est mon ami Frédéric Brindel qui m'accompagne jusqu'à 20h ce soir. Et vous il en a bien du courage. Ouais, Mais en ce jour particulier, entre le duo de Cécile de Minibus aujourd'hui, ça a eu une signification. Il est dans un état. J'ai combien de doigts? 22. Eh ben, il en manque un. Il en manque un. Où est-il? On nous l'aurait volé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 dans un instant. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux de Félix Mathieu et puis on reviendra sur le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais pour l'instant, c'est le coup de cœur de notre ami Frédéric Brindel. Les vraies voix Sud Radio. Frédéric Brindel, coup de cœur, jeune homme. Oui. Éclatez-vous, j'ai envie de dire. Ah, d'accord. La méthode Coé, c'est l'histoire d'une émission. C'est l'histoire d'une émission qui casse les codes. Un animateur rondouillard succède au gendre idéal fédérateur et une blonde assise à ses côtés. Elle a tout d'une blonde, se présente comme une blonde, mais elle n'est pas vraiment une blonde. La méthode Coé, émission culte du jeudi soir sur TF1 de 2001 à 2007. Un nom d'émission qui porte le nom du présentateur qui fait son show lui-même. Tout tourne autour de lui et forcément pour Cécile, la blonde, peu de place me direz-vous. Pas sûr, écoutez. En direct, t'as forcément une oreillette. Bien sûr. Hein, Sébastien? Et moi, je peux faire toute l'émission, tu vois. Je peux l'enlever comme ça. Mange-la. Je peux la poser. Et Coé vient de déposer son cerveau. Et oui, cette fille joue sa vie comme le fait un coureur de 100 mètres en 10 secondes, un trompettiste qui joue un solo de 2 minutes sur un concert de 2 heures, la maîtrise du moment clé à l'enjeu démesuré. Alors Cécile lâche les chevaux. Personne n'a doublé de film érotique ou... Moi, je l'ai fait. Des films, il fallait... Ah oui, comment ça s'appelait là? Moi, je m'appelais Clitorch, qui veut dire en flamand petit clitoris. Petit clitoris. Et oui, elle n'avait peur de rien, donc les chevaux comme Django Edwards se disent que tout est permis. Django. Cécile. Non, Django. Cécile. Tu vas pas recommencer. Cécile. Django. Moment, excuse-moi. Cécile. Ah, Cécile. Oui. Bon, alors la scène est vraiment dérangeante, mais Cécile veut bien jouer dans la pièce, mais remet les pendules à l'heure. Écoutez par exemple ce défi avec un certain Joe Star. Le problème de Joey, c'est qu'il fait toujours son malin quand il vient ici. Il est doux comme un agneau. Non, mais ton décolleté ne Alors qu'il a laissé ses doudous dans sa loge, hein? La personne la plus dénudée d'eux, c'est toi aujourd'hui. Bref, je disais que je voulais savoir si tu avais des femmes qui t'écoutaient, oui ou merde. Déjà, elle est déjà plus intelligible ta question déjà. Non mais si tu comprends pas le français, c'est compliqué, on va pas s'en sortir. Je pense que depuis tout à l'heure, je suis pas le français. claire. Oui. T'es en train de me... Ah, d'accord, ok. Et oui, parce qu'avec Madame de Minibus, tu crois que tu peux t'envoler, puis un jour, tu es abattu en plein vol. Écoute, je suis contente d'exister au moins pour quelque chose. Avec un doigt dans le cul, pas. Mais non. J'adore ça. J'adore ça. Mais non. D'accord. Bon, Et c'est pas le mien en plus. Répondre, pardon. Et c'est pas le mien en plus, c'est ça qui est dingue. Qu'est-ce qui... Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Et oui, pas étonnant qu'en ce jour de retour à l'antenne de la méthode Coé sur C8, c'est un duo qui parcourt les plateaux pour assurer la promotion. Coé et Cécile de Minibus. La blonde n'était pas une potiche, une révolution à la télévision française, un événement précurseur de notre époque. Il a fallu avaler des couleuvres plus ou moins grosses,
ma chère Cécile. La femme au charisme affirmé à mes côtés aujourd'hui m'a bien fait comprendre qu'un duo, c'est l'histoire de la vie. À chacun de faire s'équilibrer les plateaux de la balance. Cécile Barbara parlait sans doute un peu de vous. Elle l'a écrit pour vous. Hein. Ouais, c'est fou. Merci. En attendant, dis donc, ça réveille des souvenirs. Vous avez fait une espèce de condensé du pire, finalement. J'ai fait une espèce de condensé de ce qui me semblait le plus précis te concernant, ma chère Cécile, et je voudrais j'ai dit des choses beaucoup plus intelligentes. Je voudrais te renouveler mon admiration, parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans cette jungle terrible, tu as émergé, et c'était loin d'être facile. Ouais, c'était pas facile. C'est pas facile d'être une femme à la télévision. Une fille, parce qu'à l'époque j'étais une jeune fille. Et c'était pas facile dans une émission telle que La Méthode Comet. En tout cas, on a beaucoup ri. C'est culte avec Joey Star. Je me souviens, moi, de cette séquence. C'est très très drôle. Comment tu l'as... En tout cas, j'étais la première à m'opposer à lui à la télévision. Tu l'as maté. Et après, il était très calme, très gentil. Et depuis, il m'appelle, je ne sais plus comment. Bon, bref, Charles Bronson. Il m'appelle Charles Bronson. Parce qu'il m'a dit, t'es la première qui soit montée au créneau et qui finalement ait réussi à me dompter. Donc il m'appelle Charles Bronson, ça le fait beaucoup rire. Bref, allez, on reprend le cours. Il a un doigt de politesse. Bravo, Philippe Bilger. Allez, on revient effectivement à notre cours de l'émission. Merci beaucoup, Frédéric Brindel. C'est le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dans les tendances sur Twitter, on trouve la peine de mort, Félix. Oui, c'est à Jordan Bardella qu'on doit le retour de ce débat, entre guillemets. Ce matin sur BFM TV, le président du RN était interrogé sur cet horrible meurtre d'une fillette de 5 ans dans les Vosges. Et s'il n'en appelle pas au retour de la peine capitale, eh bien, les propos de Jordan Bardella, sur le coup, avaient de quoi semer le doute. Vous me parlez de l'état de droit. Mais l'état de droit, ce n'est pas l'état de droit des délinquants et des criminels. Or, c'est devenu l'état de droit des délinquants et des criminels. L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, la suppression de la peine de mort dans notre droit qui a effondré la peine pénale. Moi, je ne suis pas pour le retour de la peine de mort. Ça veut dire quoi, ça, Jordan Bardella? Ça veut dire que la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société. La peine capitale. La peine capitale a disparu. Mais vous le regrettez? Qui devrait être... Non, moi je suis pour la perpétuité réelle. Et le Rassemblement national défend la perpétuité réelle. Sauf que en l'état actuel des choses, la justice est beaucoup trop longue dans notre société et la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, en tout cas au nom des victimes pour beaucoup de Français. Une déclaration de Jordan Bardella partagée et commentée notamment par la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard sur Twitter, qui écrit « La nostalgie de l'extrême droite pour l'application de la peine de mort est éternelle. La peine de mort et la démocratie sont incompatibles. » Nous poursuivons sur les réseaux sociaux, Félix Mathieu, où il est aussi beaucoup question de ce nouveau bain de foule d'Emmanuel Macron. Et oui, on parlait tout à l'heure de cet hommage à Toussaint Louverture dans le Doubs, mais aussi de cette halte surprise au marché de Dole dans le Jura pour discuter avec des habitants. Eh bien, sur cette halte jurassienne, le chef de l'État s'attire les foudres de la députée LR du coin, Justine Gruet. Elle alimente son procès en mépris, car elle l'a aperçu, mais de très loin, mais vraiment très loin. Elle poste une photo de l'hélicoptère d'Emmanuel Macron qu'elle aperçoit dans le ciel survolant sa circonscription. Le président de la République fait preuve d'un grand mépris, écrit-elle, en tant que député du Jura. Je n'ai pas été informé de sa visite à Dole. Je l'ai donc vu passer au-dessus de Chamblay, où je travaille avec des élus et des acteurs associatifs de ma circonscription. C'est quand même des erreurs de cabinet, ça. Hein. Oui. Vous savez que quand on est dans un cabinet, la première chose qu'on fait, je vois que François de Rugy lève les yeux au ciel, mais lui-même a appliqué les méthodes. Très bonne blague, tu sais très bien que les gens qui préparent les déplacements doivent absolument ne pas commettre ce genre d'erreur. C'est maladroit, ça n'a aucun sens. Et puis dans la période, il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Ça crée de l'énervement pour rien. Non, mais oui, ça s'accumule. Si c'est un arrêt improvisé, et on ne va pas prévenir tout, parce que c'est pas la députée, c'est faux, ça. C'est tous les députés du département, c'est ça le principe. Et tous les sénateurs du département, et le maire de la commune, et le président du conseil général, mais c'est normal. À ce moment-là, on ne fait plus rien de spontané. Ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympathique chez Emmanuel Macron. Ça a une part de risque, ça a une part peut-être de désacralisation de la fonction, mais c'est qu'il y a encore un peu de spontanéité. Dole, c'était aussi spontané, que je suis archevêque, je sais très bien, mais moi, je trouve ça incroyable, François, que tu euphémises absolument tout. Rien n'est grave, c'est pas grave le siffler, et tout le monde a déjà été sifflé. Pour moi, il y a des choses qui sont graves. Pour moi, il y a des choses
choses qui sont très graves. Incroyable, Des incroyable. députés qui Incroyable, se je t'assure. photographient avec la tête d'un ministre sous Non, leurs mais ça, pieds en ça, disant ça, super. on l'a Ça, je trouve déjà ça grave. dit. Et là, bizarrement, tout le monde n'arrive pas à condamner Mais ça. si, tout le monde l'a condamné. Non, le tweet est toujours en ligne. Allez, 0826 300 Un 300. ministre qui fait un doigt d'honneur dans l'hémicycle de Ça sa y est, majorité, tu trouves ça Françoise. grave? Tu l'as condamné sur Twitter? Tu l'as condamné, toi? Non, mais moi, je fais plus de tweets politiques. Ouais, alors, c'est ça. maintenant, on va faire des tweets politiques. Mais bien sûr Il est sorti de la c'était pas un vie doigt d'honneur, politique, c'était un François bras de Rugy. d'honneur. Et je trouve ça lamentable. Allez, les amis, dans un instant, vous aurez le temps de vous tirailler, de débattre. 0826 300 300. C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Allez, restez concentrés et À tout de restez bien suite. avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue avec nos éditorialistes du jour, nos vraies voix, comme on les aime. Philippe On a une Bilger belle est avec équipe, nous. hein. Ouais. Ah, vous êtes une belle équipe. Françoise Degois est avec nous. François de Rugy est avec nous. Frédéric Brindel est avec nous Il manque jusqu'à Philippe David, demain. quand même. Qui Oui. ça Il manque Philippe David, quand même. C'est Philippe qui David. Vous savez, David, le gars qui est avec vous, Et en fait, je le remplace. Voilà. Mais si vous l'aimez tant, Françoise, enfin, vous le préférez, c'est vrai. c'est évident. Mais vous pouvez l'écouter pendant ces 2 jours, de midi 30 à 14h. Parce que c'est important. Ah, c'est normal, il adore manger. Voilà, parce qu'il adore manger. Vous pouvez l'écouter manger au restaurant. une recette, quel que soit l'endroit, il y a une recette. Et donc, Françoise, n'écoutez surtout pas toute la semaine prochaine de 10h30 à On 12h30, l'embrasse. puisqu'à la place de Jean-Jacques Bourdin, ce sera votre serviteur. Donc n'écoutez pas. Vous n'aimerez pas. C'est bien compliqué tout ça. Ça devient il va falloir c'est labyrinthique, on dirait les 100 jours, d'Elisabeth Borne, on dirait la feuille de route d'Elisabeth Borne. Alors, je ne dois pas écouter entre 10h30. Il y a une loi qui arrive sur les trottinettes. Allez. Contre-loi. N'en On y va. profite pas. Allez, on y va. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix. Éloignez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est un petit peu ce qui m'arrive. C'est très épuisant d'être intelligente. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur la finale de Et la la Coupe de modestie, France. ça fait mal, la modestie. Tout le monde rigole. Quand tu es intelligent, tout le monde rigole. Quel est le pronostic? J'attends avec impatience la finale de la Coupe de France et Entre le j'aime FC bien Lens les et deux FC équipes Toulouse. pour des raisons évidentes. Toulouse Football Club. Et Nantes, un peu de nostalgie pour les grandes équipes de Nantes. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai lu avant de venir que la retransmission serait d'une certaine manière censurée, puisqu'on ne montrera pas les cartons rouges qui ont été distribués 30 000. généreusement, je 30 vous 000. l'accorde, François, de la même manière Que que les sifflets. 10 000 sifflets. Alors, moi, je trouve ça très dommage et je voudrais répondre à un argument qui semblait décisif, mais qui ne me paraît pas irrésistible. C'est le fait que on peut considérer tout de même que la présence traditionnelle et qui va être respectée du président à la finale de la Coupe de France et qui va saluer chacun des joueurs conseillés et guidés par les entraîneurs de chaque équipe relève peu ou prou aussi, non pas seulement d'une cérémonie sportive, mais un peu d'une séquence politique. Et pour ma part, j'avoue que j'aurais été curieux de savoir l'accueil qui aurait été réservé, même à ce moment-là, au président de la République. J'ai besoin de savoir si le sentiment majoritaire qui, semble-t-il, lui est hostile est exact ou non, même si ça n'est jamais qu'une enceinte sportive. Alors, vous trouvez rappelons, François de Rugy. Mais François de Rugy vous répond. Donc je regrette profondément qu'il y ait cette censure. Attention, on a très peu de temps. Allez-y. François de Rugy. Les gens qui seront au stade, j'en ferai partie, pourront écouter et entendre. L'an dernier, pour être clair, j'y étais, parce que c'était déjà une finale Vous êtes Nantes-Nice. Et il y avait eu déjà des sifflets, bon voilà, mais il y avait plein d'autres choses. Il faudrait quand même, moi je trouve, faire attention à ce que les enceintes sportives, comme d'autres enceintes qui n'ont rien à voir avec la politique, ne deviennent pas à chaque fois instrumentalisées. Je rappelle que j'ai dit à cette antenne que j'étais contre, par exemple, les maillots avec des messages politiques pendant la Coupe du Monde. C'est vrai. Donc il y a une continuité, je pense, dans mon expression sur le fait qu'il vaut mieux que ça reste neutre.
Depuis la nuit des temps, le sport est instrumentalisé. La création même des Jeux Olympiques est une instrumentalisation. Tu fais comme si tu ne le savais pas. Bien sûr que c'est un moment politique. Et quand la FIFA demandait des bracelets LGBT, par exemple. Mais bien sûr que c'est un moment politique. Bien sûr que c'est un moment important. Moi, je ne comprends pas comment on peut couper des diffusions télé. Ça ne va pas être coupé. Excuse-moi, ça va être atténué. Excuse-moi, je te dis juste que ça va être atténué. C'est exactement de la même manière quand les joueurs ont commencé à mettre des genoux à terre en l'hommage de George Floyd, qu'on a coupé les retransmissions. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. On continue le tour de table. On continue le tour de table, justement, sur la note avec Françoise. La note de renseignement territoriaux qui annonce pour le 1er mai une manif gigantesque. Je cite, dans un esprit vengeur. C'est ça que vous n'aimez pas? Oui, j'aime pas cette définition de l'esprit vengeur. Je ne comprends absolument pas pourquoi. D'abord, on comprend bien pourquoi cette note fuite. 100 000 ou 200 000 manifestants, ça me paraît un peu faible. Je pense qu'on sera largement en réel au-dessus de 500 000 manifestants à Paris. Le fait qu'elle sera très importante ne fait aucun doute. Mais pourquoi induire déjà ce poison de la vengeance? Aucune des 14 manifestations ou des 13 de l'intersyndicale n'a été menée par cet esprit. Aucune. Il n'y a aucune raison que la fête du 1er mai, qui pour la première fois depuis 50 ans est unitaire, soit dans cet état d'esprit. Et je regrette non seulement la fuite de cette note, je regrette cette annotation esprit vengeur. C'est rendre en partie toxique cette manifestation. Ça ne me convient pas. Ça s'appelle de la manipulation. On l'a qualifiée avant même qu'elle ait lieu et à l'encontre de tout ce qu'ont été toutes les manifestations depuis le début du mouvement. Il n'y a pas d'esprit vengeur. Il y a des gens qui manifestent parce qu'ils ne veulent pas d'un projet de loi. Point barre. On va parler de votre actualité, François de Rugy. Qu'est-ce que le mythe des 100 jours, en fait, c'est ça? Oui, je voulais revenir sur cette histoire des 100 jours, puisque c'est d'abord le président de la République qui en a parlé, en disant, voilà, on va avoir un programme pour 100 jours. Et en politique, ça fait écho finalement à deux choses qui n'ont rien à voir. D'une part, les 100 jours, en général, c'est plutôt les 100 jours qui suivent l'élection. Oui, et souvent, d'ailleurs, les médias font le bilan des 100 jours. Moi, je le dis au passage, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, parce que comment une action politique peut être concentrée en 100 jours. Du coup, elle est souvent euphorique. Alors, ou au contraire, on dit finalement, il ne s'est pas passé grand-chose dans les 100 jours. Voilà, le bilan est trop léger, etc. Bon. Et puis, il y a l'autre référence historique, c'est les 100 jours de Napoléon. Et donc, Napoléon Bonaparte, qui essaye de revenir au pouvoir, et ça ne dure que 100 jours. Ça se finit mal, puisque... fabuleuse campagne. Voilà, mais il est quand même sur une défaite militaire à Waterloo. Et puis, par ailleurs, il y a un vote, d'ailleurs, à l'époque du Sénat, qui le destitue. Et juste pour le petit clin d'œil, je suis sûr que ça fera plaisir à Françoise de Gois, j'ai retrouvé un article qui parlait des 100 jours et qui disait que le roi, parce que finalement c'est le roi Louis XVIII qui lui succède, qui reprend le pouvoir pendant 100 jours. Il retour de la monarchie. Et il dit, c'est à lui qu'incombe la très lourde tâche de réconcilier les Français. Donc à l'époque, les royalistes qui veulent assouvir leur soif de vengeance à l'encontre des républicains et des bonapartistes, qui étaient mis dans le même paquet, de reconstituer les finances de l'État et de reconstruire le pays. Donc petit clin d'œil à notre situation actuelle, puisque aussi les finances de l'État ont besoin d'être reconstituées. Non mais c'est vrai, je trouve ça bien parce que l'histoire est un éternel recommencement. On retrouve toujours les mêmes mécaniques et à un moment donné de rupture dans l'opinion. On rappelle quand même Adolphe Thiers, le terrible, qui est salué pendant des mois par les Français à coups de casserole. Les casserolades, elles commencent avec Louis-Philippe et Adolphe Thiers. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron sera Louis XVIII finalement. Oui. Mais Louis XVIII était un très bon roi. Bien sûr. Mais il n'y a plus d'armes à la Bastille, et donc ça ne sert à rien de reprendre la Bastille. Il n'y a plus d'armes. Allez, les amis, dans quelques instants, ça va être le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur l'affaire de cette fillette tuée dans les Vosges mardi. Triste drame, et on en parlera bien entendu avec nos vraies voix, avec une question du jour. Est-ce que finalement il faut privilégier, dans la délinquance des mineurs, est-ce qu'il faut privilégier l'éducation ou la répression? Et pour l'instant, vous nous parlez de répression, plus de 60%. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue les amis, et merci en tout cas de partager à chaque fois l'actualité, partager votre avis, parce que l'actualité est lourde et il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'est vrai qu'autour de la table, on a quand même des spécialistes. Philippe Bilger est avec nous. On a bien entendu Françoise de Gois, bien entendu François de Rugy, et vous au 0800 26 300 300. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc dans l'affaire de la fillette tuée dans les Vosges mardi, le procureur de la République d'Épinal a tenu ce matin donc une conférence de presse. Le profil du suspect gardé à vue se précise. Un adolescent de 15 ans, déjà connu de services de police, placé il y a 1 an sous contrôle judiciaire avec une défiance mentale légère, Frédéric. Alors, le jeune homme était donc sous le coup d'une mise en examen pour agression sexuelle depuis 1 an. Une période pendant laquelle il avait été placé en centre éducatif fermé. C'est 1 an maximum, c'est ce que la loi prévoit dans un tel suivi. La lenteur de la justice, les limites d'un tel encadrement ont fait qu'il s'est retrouvé en liberté et qu'il a commis vraisemblablement ce crime odieux. Le procureur de la République, Frédéric Naon, a évoqué ce matin ce qu'encourt le présumé coupable. Sur les peines encourues, le code pénal, par rapport à ces faits d'une extrême gravité, prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais comme le mineur est âgé de moins de 16 ans, le code de justice pénale des mineurs prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Alors, pour de tels actes, est-ce normal que la peine pour mineurs soit moindre que pour les adultes? Ce qui nous amène à notre question du jour. Cécile. Absolument, la délinquance des mineurs, faut-il privilégier l'éducatif ou le répressif? Pour l'instant, vous parlez de répressif à 68%, mais vous pointez surtout la responsabilité des parents. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Philippe Bilger, c'est un dossier encore très compliqué. Délinquance est très... Alors, sur la délinquance des mineurs en général, j'ai 2-3 observations. D'abord, je considère que la loi qui sépare en deux le procès, déclaration de culpabilité, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la sanction est une absurdité. Deuxième élément, je considère, contrairement à certaines allégations de juges des enfants, que les mineurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de 1945 et que par conséquent, le caractère éducatif doit céder le pas toujours bien sûr, mais assez fortement par rapport au répressif. Mais pour la situation dramatique qui vient de nous être exposée, c'est un cas à part. Parce que voilà un garçon, un mineur qui avait déjà été mis en examen pour des faits graves, n'est-ce pas? Et qui ensuite a dû sortir d'un centre éducatif fermé au bout d'1 an, qui remet quelque chose à l'évidence où il est gravement impliqué. On sait, il avait un comportement étrange dans le village où il circulait parfois abandonné, parlant à son vélo, disant qu'il allait mettre de l'essence et regardant, selon certains témoins, d'un air entre guillemets vicieux, beaucoup de petits-enfants. Ces alertes n'ont servi rigoureusement à rien. Et d'ailleurs, je ne jetterai pas la pierre à ces gens qui ont vu passer ce déséquilibre et qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient recommencer quelque chose de tragique. Donc c'est autre chose, et vous avez très bien fait de poser la question, que la délinquance des mineurs classique. Oui, absolument. 0826 300 300 si vous voulez, bien entendu. J'ai plein de questions sur cette affaire qui me traverse l'esprit. Elle est évidemment douloureuse. Je dirais une première chose, je trouve tout à fait indécent qu'on ait passé la journée hier et avant-hier à tendre le micro à cette mère éplorée qui crie sa douleur. Ça me fait mal. Non mais j'ai presque les larmes aux yeux. Ça me fait mal de la voir dans cet état. Ça me fait mal que nous soyons voyeurs à ce point. Je ne comprends pas comment à un moment donné, c'est des séquences pour moi tout à fait insoutenables. Je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans le désespoir en direct d'une femme qui en plus de ça est évidemment dans une rage, tous ses sentiments sans filtre. Ça m'a énormément heurté. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a bien compris que ce jeune homme, j'ai un questionnement. À l'évidence, il est évidemment en pré-psychose, ou en tout cas il a des tendances psychotiques quand on parle à son vélo, quand on est aussi violent. N'importe quel psychiatre, a priori, c'est de quoi nous parlons. Est-ce qu'il était suivi médicamenteusement parlant? Est-ce qu'il avait un traitement médical? Le fait qu'il soit sorti d'un centre éducatif me paraît extrêmement grave, mais c'est la suite qui me paraît encore plus grave. Où vivait ce mineur? Un coup dans l'appartement de sa mère seul. Est-ce qu'il était suivi par un psychiatre? Quand on est un mineur, qu'on a ce type de comportement, évidemment que moi j'entends ce que dit Philippe quand il
dit il faut pas jeter la pierre aux gens du village ou de la ville, oui, mais quand même à l'autorité médicale, judiciaire, oui. Moi, je pose la question, est-ce que cet enfant, ce jeune homme avait un traitement psychiatrique? On sait très bien quels sont les neuroleptiques très puissants et le qui bon atténuent, diagnostic peut-être. Le bon diagnostic qui atténue tout à fait les pulsions maniaco-dépressives ou schizophrènes. Est-ce qu'il avait, ne serait-ce que ça, un traitement? Alors, un vrai sujet sur l'aspect psychiatrique, François de Rugy, rappelons qu'il y a eu en début d'année aussi un fait. Un élève a assassiné sa professeure d'espagnol, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Même chose, avec un profil psychiatrique compliqué. Il y a déjà cette question-là. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce que la psychiatrie est armée pour empêcher le pire? Oui, moi je crois qu'il y a en France, on sous-estime le risque lié aux troubles psychiatriques. Et je suis étonné que souvent, d'ailleurs, on préfère dériver sur un autre sujet. Soit le manque de sévérité. Je vois Jordan Bardella on entendait un extrait tout à l'heure. Ah, s'il y avait la peine de mort, il y aurait une échelle des peines. Ça n'a rien à voir. Le sujet, pour moi, c'est comment on peut gérer le risque que des personnes qui ont des troubles psychiatriques présentent pour les autres. Vous pourriez citer un autre cas. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, une personne d'origine algérienne avait sauvagement assassiné une jeune fille dans l'immeuble où elle vivait. Oui. Tout le monde s'est emballé sur le fait de savoir si elle était en situation régulière ou irrégulière en France, mais personne n'a parlé du problème psychiatrique qui était manifeste. Et donc, il y en a plein des cas comme ça, malheureusement. Moi, j'ai visité en tant que député des prisons. Tous les responsables de prison m'ont dit il y a entre 30 et 40% des personnes qui sont en prison qui ont des troubles psychiatriques, pas simplement psychologiques, psychiatriques graves. Dans la rue, on sait très bien qu'une grande partie de la population sans domicile fixe, en réalité, troubles psychiatriques, ce qui présente aussi des risques. Et donc là, c'est plus la question de majorité ou de minorité. Voilà. Ça veut dire qu'il faut sans doute, je ne suis pas un spécialiste, mais sans doute remettre un peu en cause certaines doctrines aussi de la prise en charge psychiatrique qui, par exemple, poussent beaucoup à la prise en charge uniquement ou prioritairement en milieu ouvert, alors que ça présente quand même des risques pour le reste de la population. Parfois même, par exemple, pour la famille, déjà, ou pour des proches, ou pour des voisins. C'est le cas, semble-t-il, dans cette commune. Voilà. Et puis l'autre sujet qui est quand même récurrent aussi, on ne peut pas l'occulter, beaucoup de Français le ressentent comme ça, c'est la question de la récidive. C'est quand même quelqu'un déjà signalé. Les mineurs, c'est pareil. Il y a quelques années, on a créé les établissements pénitentiaires pour mineurs qui fonctionnent. Très décrié par une partie de forces syndicales, politiques ou associatives de gauche, mais aujourd'hui qui fonctionne. Et c'est pas la même chose que les centres éducatifs fermés, c'est sur la base de condamnation. Est-ce que, là je m'adresse aussi un peu à Philippe Bigère, est-ce qu'il peut y avoir des formes de détention provisoire? Moi j'en avais vu, mais pour des crimes, bon, cette personne-là n'était peut-être pas de ce registre-là. Enfin, il faut quand même qu'on trouve des solutions et qu'on essaye de le faire de façon raisonnée. Moi j'aime pas l'emballement sur il suffirait que tout soit plus sévère et ça irait mieux. Non, c'est est-ce qu'on a le bon diagnostic sur les problèmes psychiatriques? Je crois que non. On part au 0826 300 300. David est avec nous avec une réflexion peut-être sur ce sujet. David depuis Toulouse. Oui, donc c'est un sujet complexe. Et là, d'ailleurs, on était dans la complexité entre faire le parallèle entre Saint-Jean-de-Luz et ce qui s'est passé dans les Vosges. Saint-Jean-de-Luz, il n'y avait pas d'antécédent. Là, on a un antécédent. On a quand même un gamin il y avait quand même un suivi au départ. Il y avait un suivi à Saint-Jean-de-Luz. Alors attention, il y avait un suivi, mais il n'y avait pas eu de passage à l'acte. Tandis que dans les Vosges, il y a eu un passage à l'acte avec apparemment violence et viol. Donc Monsieur de Rugy parlait de condamnation. Dans les Vosges, on est quand même sur s'il y a eu viol dans la première affaire, on est quand même sur un crime. Que fait un mineur ou un majeur dehors en liberté alors qu'il est accusé de crime sur mineur? Donc c'est encore plus grave. Donc il y a ça. Et sur cette affaire-là, on ne peut pas parler d'éducation. Ou si on doit parler d'éducation, où sont les parents et où est la mère de ce gamin? Que faisait ce gamin seul dans les rues en sachant qu'il a une pathologie? Bon, on va faire du misérabilisme. Précisons que c'est une famille dans une situation difficile avec les parents séparés, une maman visiblement frappée. Oui, mais à ce moment-là, on va voir Victor Hugo et les Thénardier. Il ne faut pas non plus à chaque fois rajouter de la misère là où il n'y en a pas. En l'occurrence, il y en avait. Oui, mais bon, il y a misère et misère. Je suis désolé, tous les gens qui sont dans la misère n'ont pas des enfants susceptibles d'aller violer, assassiner une petite fille. Leurs enfants, c'est ça. David, moi je rejoins ce que dit David sur un point, je le trouve un peu sévère sur la généralité qu'il assène sur les gens pauvres ne commettent pas. Il a raison. Pas que de généralité, François, justement. Mais je vous rejoins sur un point vraiment sur le questionnement
questionnement sur ce jeune adulte, enfin de 15 ans, en tout cas ce mineur, en centre éducatif, évidemment forcément diagnostiqué, ou alors, je veux dire, la psychiatrie est dans un tel état qu'on n'arrive même plus à diagnostiquer ou une prépsychose ou un trouble psychotique. Il montrait les signes. Et il montre clairement les signes, ce qui n'était pas le cas à Saint-Jean-de-Luz. Il montre les signes. Que s'est-il passé entre le moment où il sort, le traitement médicamenteux, l'accompagnement psychiatrique? Est-ce qu'il y avait, au-delà des parents, vous savez, en matière... Après, l'enquête nous dira peut-être dans des ce choses. domaine, nous savons quelque chose, Cécile de Ménibus et moi, l'amour ne suffit pas. Ce n'est pas du tout le problème d'éducation. C'est François, tu disais ça, on n'est plus dans la question de... Ou David, c'est pas un problème d'éducation. La maladie mentale, c'est une maladie, on ne soigne pas la maladie mentale avec l'amour. Ça n'est pas vrai. On la soulage un peu. Et ni avec des prisons. Donc, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme. L'amour, au moins Françoise, peut faire qu'on est très vigilant. C'est vrai, ça c'est vrai. Sur le fait que, mais on ne le soigne pas. il faut aussi... Quand on aime Il ses faut enfants, de la pharmacopée, il faut des neuroleptiques, il faut un suivi médical, il faut un suivi pour que le patient prenne ses médicaments. Moi, c'est ce volet-là qu'on n'aborde absolument pas dans cette affaire. Je veux savoir qu'est-ce qu'il foutait tout seul, ce mineur, dans un appartement vide, a priori occupé par sa mère. Il y en a beaucoup, Françoise. Allez, 0826 300 300, Richard est avec nous. Bonsoir Richard, bienvenue dans Les Vraies Voix. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je pense que c'est le délai de la justice, je dirais, est le premier coupable. Parce qu'en fait, lorsqu'on a des délais très longs, on s'aperçoit que déjà on privilégie l'intérêt plutôt des coupables que des victimes, parce qu'il y a le phénomène de l'oubli. Et on voit dans les cas de divorce des jugements qui sont très longs, ça génère beaucoup de frustration, de l'agressivité. Et je pense qu'il y a une part de drame qui se joue par ce délai trop long. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut s'obliger à des résultats et à des délais. Et puis l'autre point, c'est de l'autre côté, je ne parle pas de cet enfant-là, qui pour moi ne se soignera pas en prison. Mais parce que si c'est du relève de psychiatrique, c'est pas là que ça va s'améliorer. Mais pour le reste, pour des cas difficiles, on a en fait désarmé les parents. On plaide et on impose zéro sanction corporelle. Et finalement, on va payer très cher le fait que des enfants jeunes n'apprennent pas ce qu'est la discipline et la frustration. Bon, alors, Richard, on est devant de gros problèmes. Effectivement, Richard, vous soulevez un point qui est crucial, qui est celui du temps de la justice. Écoutez les propos donc ce matin de Frédéric Naon, qui est le procureur de la République d'Épinal, qui revient justement sur ce délai. Alors, sur les modalités de son contrôle judiciaire, comme je l'ai indiqué, le mineur était alors âgé de 14 ans au moment des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il est mis en examen, et présumé innocent. Il n'a pas été jugé ni condamné pour ces premiers faits. Les modalités de contrôle judiciaire sont les suivantes. L'obligation de placement dans un centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a duré une année, ce qui est prévu par le Code de justice pénale des mineurs, ce qui est le maximum que la loi permet. Alors, Philippe Bilger, le temps de la justice, là, est clairement montré. Il y avait un an, c'était le décompte, c'est comme un contre-la-montre. Et pendant un an, personne n'a pu faire. En l'occurrence, mais comme Françoise et comme François et vous-même, il est très difficile de discuter d'une affaire dramatique, tragique, en ne connaissant pas toutes les péripéties depuis le début. Apparemment, il me semble, malgré la conclusion atroce, que tout a été fait entre guillemets selon les règles. Il n'y a pas eu un délai énorme. Il a passé un an dans ce centre éducatif fermé. Où il a été auteur d'un très bon comportement, précisons-le aussi. Et je pense que dans la première procédure, il y a eu les examens qu'on souhaitait. Donc il est difficile aujourd'hui de dire que il y a eu des anomalies graves dans le fonctionnement judiciaire, mais simplement nous sommes d'une certaine manière indignés parce qu'on se dit que tout le monde pouvait voir, alors qu'il était en liberté, les signes de ce qui peut-être allait advenir de mais quand même la question de notre ami Brindel, c'est quand même de pourquoi, alors qu'on sait que de toute façon il ne sera pas au-delà d'un an dans ce centre éducatif fermé, pourquoi la justice n'amène pas à quelque sorte à aller au bout de la procédure qui vaut condamnation ou pas,
puisque le procureur dit il est présumé innocent. Bon, bah alors, est-ce qu'on est capable de juger quand même en un an, d'avoir une procédure normale, contradictoire, qui respecte les droits de la défense, qui en un an permet de juger et donc de ne pas remettre hors de tout contrôle une personne qui est toujours dans une procédure assez grave, qui par ailleurs a des troubles psychiatriques et dont on sait qu'il peut récidiver. Parce que quand même, moi je le redis, je suis assez choqué que régulièrement on balaye d'un revers de la main le problème de la récidive dans tous les débats sur la justice, à part un certain nombre de gens qui disent... Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par Philippe Bilger, sans pointer bien entendu les gens qui habitent dans la commune, hein, qui se sont tous un peu rendus compte que cet enfant, enfin cet adolescent était très fragile. Est-ce qu'à un moment donné, quand on vit dans une commune qui est à taille humaine, quand je dis taille humaine, parce que c'est un... Voilà, est-ce que on ne devrait pas signaler peut-être est-ce qu'il n'y a pas sans délation, mais signaler. Il a été signalé. Le maire le dit d'ailleurs qu'il a eu des signalements. Certains parents ont signalé. Après, qu'est-ce que tu fais du signalement ? Essayons de nous plonger dans un village comme ça. Pas 5000 habitants, c'est plus tout à fait un village. Nous constatons tous qu'il a un comportement étrange. À partir de là, même dans notre propre expérience, il est très difficile d'aller alerter les personnes responsables de cet état. Mais ce délai d'un an. Le délai d'un an, c'est la loi. Oui, mais pourquoi il ne s'est rien passé d'un point de vue de procédure judiciaire d'abord parce qu'il a eu un comportement. D'abord, il a eu un comportement. Mais il y a eu des choses qui sont déroulées probablement après le contrôle judiciaire. Il y a eu ce garçon a sans doute été interrogé. Il y a eu des choses, mais simplement on ne sait rien pour l'instant. Mais c'est là que nous revenons à notre question. Les vraies voix sur Sud Radio et les auditeurs continuent de réagir. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut être éducatif ou répressif ? On a bien compris, répressif, vous n'êtes pas trop pour. Mais un enfant comme ça, fragile, il faut l'accompagner. Non, on a dit que l'éducation ne pouvait rien. On ne peut pas être éducatif sur la question psychiatrique. Je le redis, si cet adolescent, quand vous avez 14 ans, écoutez, que vous êtes un violeur, soupçonné de viol, que un an après, vous sortez d'un centre éducatif fermé, que vous parlez avec votre vélo, est-ce que vous pensez que là, il est question d'être binaire entre éducation et répression ? Donc on enferme. Il faut du soin. En tout cas, il faut du traitement psychiatrique. On enferme, on prévient ce qui risque de... On prévient, on enferme et on soigne. On essaie au moins de soulager ce qui semble être un trouble psychotique évident. Les amis, on fait une petite pause, on continue ce débat dans quelques instants. Gardez vos arguments pour vous et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. C'est un sujet très sensible, hein, on le sait. Entre l'émotion et la raison, on vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vraies voix. C'est la dernière ligne droite avec Philippe Bilger, en tout cas pour aujourd'hui, avec Françoise Degois, avec François de Rugy. Et on était forcément sur cette affaire hein, qui touche forcément dès que ça touche des enfants, même des adultes, mais en l'occurrence des enfants, c'est compliqué. Cette petite fillette tuée dans les Vosges mardi, avec le procureur de la République qui a tenu une conférence de presse ce matin, et on évoquait ce moment compliqué de dire répression, éducation. Je crois qu'on a mis de côté le côté éducatif, Françoise Degois. La psychiatrie, on l'a mis de côté. Parce qu'il y a la psychiatrie, effectivement. Bien sûr, et que là-dessus, je rejoins souvent, bien sûr, Philippe Bilger, parce que je pense qu'il est supérieur à nous tous sur les questions de la justice, parce qu'il est extrêmement subtil. Je le rejoins sur l'idée que c'est un cas, si tant est que tous les cas ne soient pas des cas d'exception. En tout cas, c'est un cas d'exception. Juste un point politique. Je constate qu'à chaque fois que nous sommes en proie à une émotion très forte, à un grand chagrin, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer cette petite fille, les dernières minutes de sa vie, la façon dont on la retrouve quand même dans un sac poubelle. Voilà, la dramaturgie absolue. Évidemment, vous avez le Rassemblement national qui vient faire son beurre sur cette question-là. Zemmour qui avait fait son beurre, a tenté de faire son beurre sur l'affaire de l'Algérienne, alors que là où je suis d'accord, c'était d'abord et avant tout, avant d'être un problème au QTF, un problème de psychiatrie. Entendre Jordan Bardella repartir sur les questions de la peine de mort, voilà. Les gens, si vous voulez, qui pensent que le Rassemblement national a changé et ripolliné, écoutez les propos de Bardella, eh bien vous verrez en quoi fondamentalement ce parti n'a pas changé. Françoise, puis-je vous contredire sur ce plan ? Vous avez le droit. Je pense qu'ils ont tout de même une indignation sincère. Je veux dire, évidemment, ils l'ont toujours dit que nous étions dans l'enfer est pavé de bons sentiments. Non, mais je veux dire, je vais pas faire des comparaisons historiques, mais Mussolini avait des indignations sincères. Non, mais je veux dire, ce sont aussi des êtres humains quand même. Surtout, moi, je voudrais surtout dire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Françoise Degois sur Jordan Bardella, mais je voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse.
qui serait de dire ce n'est pas un sujet politique. Non, Bien non, sûr, j'ai dans pas dit l'immédiat, ça, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet humain, J'ai pas dit ça. judiciaire, J'ai pas c'est dit la ça. psychiatrie. Mais en revanche, à froid, pas là maintenant, pas demain, Bien sûr. mais à froid, qu'on soit capable de dire oui, il faut quand même qu'on traite autrement les personnes qui ont des troubles psychiatriques graves Je suis d'accord par avec rapport ça. au danger, il faut poser les choses, par rapport au danger qu'il ou elle représente pour les autres et aussi pour eux-mêmes d'ailleurs. Ça, il faut quand même qu'on puisse en Je suis parler d'un d'accord point de avec vue. toi. Parce que Je suis si on dit d'accord. Mais ça n'a rien à non, voir il avec suffit la de faire peine de fonctionner mort. la justice, Mais on n'y non, arrivera mais ça pas. n'a rien à Et voir de avec la même, peine moi de je mort, repose aussi François. le sujet parce que ça, c'est pas C'est nouveau. difficile d'avoir La un discours question des apaisé en ce délais moment. de justice. Le monsieur qui intervenait tout à l'heure, notre auditeur, l'a dit sur un autre sujet qui n'a rien à voir, mais malgré tout, c'est un problème énorme que de la justice des familles. On attend, à Nantes, on attend 18 mois pour un jugement de divorce, etc. De garde d'enfants, ce n'est pas Et normal. Philippe 30 Bilger secondes. voulez terminer. Vous Le mot avez de la 35 fin. secondes. J'ai une question pour le Attendez, procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger pour la Et là, conclusion. vous avez raison, François. L'histoire de psychiatrie comme vous, c'est très important puisque ça peut s'insérer dans des angoisses qui sont quotidiennes. C'est-à-dire qu'on est passé d'une délinquance relativement assurée et encore à une délinquance Définie, en qui tout cas. fait peur parce qu'elle J'ai est une totalement question à vous imprévisible. poser. Est-ce que vous auriez pu plaider, avant l'abolition de la peine de mort, qui est européenne d'ailleurs, est-ce que vous auriez pu plaider la peine de mort pour un vous auriez pu requérir la peine de mort Je ne pour un... l'aurais jamais demandé. Voilà. Mais oui, mais François, je n'ai jamais Allez. méprisé ceux qui étaient pour la peine de Non, mort. je ne méprise Et pas, non, je ça m'y n'est pas oppose, votre cas. je m'y oppose. Mais et il a manqué un grand débat national, je pense, sur la peine de mort. Peut-être. Merci beaucoup, Merci. mes amis. Merci, Merci, Philippe les Bilger. vrais Merci voix. Françoise Merci. Debois. Merci beaucoup François de Rugy. Bon. Euh, Regardez Cécile de Minibus, les vraies voix ce soir. Bien sûr. De toute façon, Eh oui. il y aura un terreau La demain. méthode Cohen Allez, sur C8. bien sûr, j'aime bien François de Rugy. Évidemment. Et bon, nous Puisqu'on est restons obligé. ensemble. Tout aussi évidemment. On reste ensemble, Allez. Cécile, en duo. Allez, on va reste faire de la ensemble pour voiture. les vraies voix qui font rouler la France dans un instant. À tout de À suite. tout de suite.